Bonjour! Salut! Allô? Bon, on va encore continuer aujourd'hui une légende. On va changer. On va remonter loin, loin, loin dans le temps. Puis on va revenir en 1759. En 1759, là, ça fait déjà 5 ans que l'Angleterre puis la France, ils sont en guerre. Puis, l'Angleterre et la France, ils ont des colonies ici. La Nouvelle-France, qui va devenir le Québec, puis les Anglais, eux autres, ils ont des colonies du côté de ce qui va devenir les États-Unis. Ce qui fait que la guerre, veut pas, elle va venir affecter les colonies. Alors, au tout début du printemps 1759, Vaudreuil, il y avait des espions qui allaient un peu du côté on les appelait les Bostonnais à l'époque, ceux qui étaient du côté des États-Unis. Puis il y avait eu des espions qui lui avaient dit qu'ils étaient en train de se préparer pour venir envahir la Nouvelle-France, qu'il y avait une grosse flotte de bateaux qui se préparait à venir envahir la Nouvelle-France. Fait que là, Vaudreuil, il a dit aux gens de la Côte-du-Sud, la Côte-du-Sud, hein, c'est nous autres ici, le côté sud du fleuve, là, entre Beaumont et Rivière-du-Loup, là, c'est toute la Côte-du-Sud, ça. Là, il a dit aux gens de la Côte-du-Sud, il dit, vous allez prendre tous vos biens précieux. Nos biens précieux, c'est nos meubles. On n'avait pas beaucoup de meubles dans ce temps-là, là. C'est pas comme aujourd'hui, là. Hein? On avait le strict nécessaire, mais quand même, on a pris nos meubles et d'aller les cacher dans le bois pour pas que les Anglais puissent les voler. Puis là, ils ont dit, vous allez tous monter avec votre famille, puis le bétail, parce que le bétail, c'est important pour se nourrir, tous monter vers Québec avec votre bétail. Les habitants de la Côte-du-Sud, ils n'ont pas écouté Vaudreuil. Pourquoi ils ne l'ont pas écouté? Il y avait 3 grandes raisons. La première grande raison, là, c'est qu'en 1757 et en 1758, là, il n'y avait pas eu des bonnes récoltes. Puis des récoltes, c'est important. C'est important d'avoir des récoltes, surtout à l'époque, le blé pour faire le pain, pour manger. Pas de bonnes récoltes, ça allait pas bien. Puis eux autres, ça faisait 2 ans de suite qu'il n'y avait pas des bonnes récoltes, qu'il n'y avait pas beaucoup de blé. Ils se sont dit, on ne peut pas tout de suite partir de même. Il faut qu'on sème notre blé, il faut qu'on sème, puis essayer d'avoir des récoltes cette année. Fait qu'ils n'ont pas écouté Vaudreuil. Mais là, le mois de juin est arrivé. Puis là, si vous aviez vu la flotte qui s'en venait, 150 bateaux. Imaginez ça, là, qui passe devant ici sur le fleuve, là, 150 bateaux, tous des bateaux à voile à l'époque, hein? 150 voiles, là. Ça en fait des bateaux, ça. Puis là, quand ils ont commencé à arriver vers le Bic, là, il y avait des observateurs qui étaient là au Bic, aux îles du Bic. Et puis là, ils ont... Ah, les Anglais s'en viennent, les premiers bateaux arrivaient. Fait que là, Vaudreuil, ils sont allés donner la nouvelle à Vaudreuil à Québec. Là, il a dit aux habitants de la Côte-du-Sud, mais là, vous n'avez plus le temps de monter à Québec avec toutes vos femmes, puis votre bétail, puis tout ça. Là, vous allez aller, les femmes, les enfants, puis les personnes âgées, puis le bétail, tout ça, allez vous cacher dans les bois. Se cacher dans les bois, ça voulait dire quoi, ça? Ici, là, à Kamouraska, la seigneurie de Kamouraska, là, bien, Saint-Pascal, là, ça n'existait pas encore. Ici, là, on est à Saint-Pascal, là, mais ça n'existait pas. Il y avait le premier rang sur le bord de l'eau qui était peuplé, puis le 2e rang. Quand on arrive à Saint-Pascal, on est au 3e rang. Bien, il n'y avait pas personne encore au 3e rang. Il y avait juste du bois. Du bois, puis du bois, puis du bois. Fait que là, il fallait qu'ils se cachent là. C'était se cacher là. Entre autres, à la Montagne Blanche. Montagne Blanche, ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. C'était la montagne à Coton. Mais le père Coton, là, il va venir 100 ans plus tard, lui. On va en compter le père Coton plus tard. 100 ans plus tard. Fait que ça ne pouvait pas s'appeler la montagne du père Coton. Il n'existait pas encore le père Coton. Ça s'appelait la Montagne Blanche. À la Pocatière, les gens sont allés se réfugier à la montagne Sainte-Barbe. C'est la montagne Thiboutote aujourd'hui, mais il n'y en avait pas de Thiboutote à l'époque. Ça s'appelait la montagne Sainte-Barbe. Fait qu'ils sont tous réfugiés à peu près, on pourrait dire, où sont les 3e rangs. C'est ça qu'il leur a demandé Vaudreuil. Fait que là, les gens, OK. Mais je ne vous ai pas dit non plus les 2 autres raisons pourquoi ils ne voulaient pas monter, se cacher à Québec, tout le monde ensemble. C'est parce qu'en 1690, là, les Anglais y étaient venus, puis ils n'avaient pas réussi à prendre Québec. Même qu'ils avaient fait une descente à Rivière-Ouelle. Avec le curé de Francheville était là. Le curé de Francheville, avec ses paroissiens de Rivière-Ouelle, de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, puis de Saint-Roch-des-Aulnais, ils ont repoussé les Anglais. En 1690, là, à Kamouraska, là, il n'y avait même pas d'habitants encore. Ça va aller en 1694 avant que les premiers colons arrivent. Puis ils ont repoussé les Anglais. Puis en 1711, les Anglais ils ont encore essayé. Puis là, le fleuve, là, notre fleuve Saint-Laurent, il est bien difficile à naviguer. Bien, les Anglais, là, il n'y avait pas le tour pour naviguer sur ce fleuve-là
Puis ils se sont tous leurs bateaux là, à l'île aux œufs, là, ils ont tous pogné les récifs de l'île aux œufs puis ils ont coulé là. Fait que vous comprenez bien que nos Canadiens français, nos Canadiens, ils se sont dit, les Anglais, on va semer, il n'y a pas de danger puis tout ça. Fait que quand ils ont vu la flotte arriver, là, ils ont été surpris de voir cette grosse flotte-là qui montait le fleuve. Parce que les Vaudreuil, lui, il y avait eu des espions, hein? Mais les Anglais aussi, il y avait des espions. Puis ils avaient réussi à même à prendre des gens, là, puis à leur faire parler, hein, en leur disant, bien là, si vous ne parlez pas, on va vous tuer. Fait que des fois, bien, ça t'aide à parler, hein? Fait que là, ils avaient su comment remonter le fleuve, s'il était où les dangers sur le fleuve. Ça fait que là, eux autres, ils remontent le fleuve. Fait que nos gens, ils vont se cacher dans le bois, les femmes âgées, les personnes âgées, les femmes, les enfants. Puis tous les hommes, là, qui sont aptes à porter les armes, à aller dans la milice, hein, à faire des soldats, il faut qu'ils montent vers Québec. Ça, là, ça veut dire que tous les gars à partir de 15 ans. À 15 ans, là, tu étais apte à cette époque-là pour devenir soldat. Là, il fallait qu'ils montent vers Québec. Puis là, Vaudreuil, il leur a dit, vous allez monter en suivant la flotte. Au cas où ils voudraient faire un débarquement, fait qu'ils suivaient la flotte. Puis s'il y avait un débarquement, bien, ils pouvaient les empêcher de débarquer. Mais là, les Anglais, là, ils ont réussi à monter. Je te dis, ils étaient assez découragés ici, nos Canadiens, de voir ça, là. Parce qu'à l'époque, hein, les gens qui étaient nés ici, ce qui était la Nouvelle-France, on les appelait des Canadiens. Parce que c'était le pays, le Canada, puis il y avait la Nouvelle-France à l'intérieur du Canada qui était plus vaste. Et puis, ceux qui étaient nés en France, on les appelait encore des Français. Fait qu'ici, on avait des Canadiens puis des Français à ce moment-là. Parce qu'on est quand même un pays qui était jeune encore, 1759. On n'était pas bien vieux. Fait que là, nos Anglais, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont à Lévis, ils s'installent devant Québec à Lévis, puis là, ils commencent à bombarder Québec pour essayer de prendre Québec. Puis de temps en temps, bien, ils envoyaient du monde, parce que là, il fallait qu'ils mangent. Ils envoyaient du monde dans les environs, là, dans les paroisses avoisinantes, pour voler le bétail. Les gens, ils s'étaient cachés, eux autres aussi, ils avaient essayé de cacher leur bétail, puis tout ça, mais ils réussissaient à en avoir, il fallait qu'ils se nourrissent. Même à un bon moment donné, là, bien, ils ont envoyé un dénommé Gorham. Gorham, c'était un Rangers. Les soldats là, qui venaient du côté des Bostonnais, là, de Boston, ils les appelaient des Rangers. Puis ils étaient bien durs à la guerre, eux autres. Ils avaient appris à faire la guerre comme on fait ici en Nouvelle-France, puis c'est-à-dire que tu tues le monde puis t'es scalpes. Nous autres aussi, ils faisaient ça, pas rien qu'eux autres. Hein, les Amérindiens faisaient ça, qu'on disait des Indiens à l'époque. Ils faisaient ça, mais les Blancs faisaient ça aussi, ils scalpaient eux autres aussi. Fait que là, il a envoyé un Gorham avec ses troupes, il a descendu le fleuve, il s'est rendu jusqu'en face de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Puis là, du côté de Baie-Saint-Paul qui est en face, il a débarqué là, puis il a brûlé les maisons. Puis il a pris du bétail, puis il est venu à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, puis ils ont fait pareil. Ils ont brûlé, puis ils ont pris du bétail. Puis ils ont aussi lancé des boulets de canon à partir des bateaux. Il y avait des boulets de canon. Ça, c'est en fonte, mes chers enfants. Il y avait des boulets de 12 livres, de 16 livres, de 18 livres, même de 32 livres. Mais là, 32 livres, il fallait que le canon soit plus gros. Puis ça, là, ce boulet de canon-là, il a été trouvé à la Pocatière par mon grand-père. Mon grand-père, Alphonse Moret. Il y avait un magasin général dans le temps. Par la suite, on va dire une épicerie, mais un magasin général, on vendait de tout. On pouvait vendre autant des clous que du manger. On vendait de tout dans un magasin général. Puis mon grand-père, bien, il fallait qu'il agrandisse son entrepôt. Puis en creusant pour agrandir son entrepôt, il a trouvé ce boulet de canon-là, qui était parti, imaginez. Alors ça, c'est un boulet de la guerre de 1759. Probablement tiré là, quand Gorham est venu faire sa petite tournée à Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour amener des provisions aux soldats à Lévis. Puis là, il est retourné à Lévis. Puis là, il allait un peu partout. Ils sont allés à Montmagny. Il allait un peu partout comme ça, là, puis il brûlait un peu et tout ça. Mais là, on est rendu au mois de septembre. Ça va-tu bien mal, toi? On est rendu au mois de septembre, puis ils n'ont pas encore réussi à prendre Québec, les Anglais. Ça, on dit, l'hiver s'en vient. Vous savez que l'hiver, ils ne pouvaient pas rester là, eux autres, là, dans leur petit bateau à voile, là, puis à camper, là, l'hiver, là, il fallait qu'ils se trouvent à manger et tout ça. C'était pas évident. Ils se sont dit, il faut qu'on prenne Québec absolument avant l'hiver, sans ça, il faut retourner chez nous. Puis imaginez, cette grosse flotte-là de 150 navires, là, ça a coûté cher, ça, à organiser. Il n'y aura pas le moyen de revenir l'année d'après encore avec 150 navires comme ça. Fait que là, Wolfe, qui était le général là, de l'armée anglaise, là, il s'est dit, on va envoyer un détachement
sur la Côte-du-Sud pour brûler la Côte-du-Sud. C'était bien pensé. À l'époque, on faisait ça. On brûlait toutes les maisons, les granges, les récoltes, toutes. Ça veut dire qu'après ça, tu n'as plus rien à manger, là, puis l'hiver s'en vient. Puis les soldats qui sont à Québec pour défendre Québec, là, puis que leur famille est sur la Côte-du-Sud, là, c'est dur pour le moral. Ils devaient penser aussi, il y en a peut-être qui vont déserter. S'il y a moins de soldats, peut-être qu'on va réussir à prendre Québec. Je ne sais pas qu'est-ce qu'a pensé Wolfe, mais ça doit être toutes ces choses-là qu'il pensait. Puis là, il a enlevé un détachement. Il a envoyé un détachement. C'est un dénommé Scott qui dirigeait ce détachement-là. Puis là, ils ont descendu en bateau jusqu'ici à Kamouraska, en face de Saint-Pascal. Et puis là, ils ont débarqué un petit peu à l'est de Kamouraska, à peu près où est Saint-Germain aujourd'hui, là, au niveau du fleuve, mais Saint-Germain, ça n'existait pas encore à cette époque-là. Puis là, ils ont débarqué le 9 septembre à 2h30 du matin. Tout un détachement qui a débarqué. Puis là, ils ont débarqué, puis il y a déjà eu une petite escarmouche en débarquant avec quelques Canadiens qui étaient ici, là. Il y a eu une coupe de morts, puis des gens faits prisonniers. Puis là, les Anglais, ils ont commencé à brûler les maisons, les granges, les récoltes, sauf les églises. Ils leur avaient dit de ne pas brûler les églises. Mais ils se réfugiaient dans les églises le soir, souvent les Anglais, tu sais, les principaux, là, ceux qui dirigeaient, eux autres, ils avaient besoin d'un petit peu de confort, ils se réfugiaient dans les églises. Puis là, en plus, ils n'ont pas juste brûlé les maisons sur le bord du chemin, là, le premier chemin, là, le premier rang. Ils ont monté jusqu'au deuxième rang pour brûler. Puis là, ils cherchaient à savoir où ce qui était caché le bétail. Ils ne le trouvaient pas tout le temps. Parce qu'ils avaient bien caché dans le bois le bétail, puis tout ça, des fois, ils ne le trouvaient pas tout le temps. Puis là, ils se sont en allés tout le temps en brûlant comme ça. Puis là, ils sont rendus à Rivière-Ouelle. Dans l'anse à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, là, dans la grande anse, parce que quand vous êtes à Sainte-Anne, si vous voyez la pointe de la Rivière-Ouelle puis la pointe de Saint-Roch, là, ça fait une belle grande anse comme ça. On appelle ça la grande anse de Sainte-Anne. Bien, il y avait des Micmacs qui étaient là. Puis les Micmacs, bien, ils étaient venus camper pour pêcher tout ça. Puis eux autres, ils voient ça, là, à Rivière-Ouelle, là-bas, ils voient de la fumée, puis ils se demandent c'est quoi toute cette fumée-là. Puis là, il y a un Micmac qui arrive à la course, un de leurs amis, puis il dit, ils sont tous en train, les Anglais, de brûler les maisons de nos amis, les Français. Puis comme les Micmacs, bien, ils étaient amis avec les Français, bien, ils ne voulaient pas se faire prendre par les Anglais. Là, ils se sont dit, où c'est qu'on va se cacher? Là, ils se sont montés se cacher dans la montagne du collège. Mais le collège n'existait pas à l'époque. Ça fait que ça ne pouvait pas s'appeler la montagne du collège. Ça s'appelait la montagne du royaume. Mais là, ils cherchent, puis ils cherchent, puis ils cherchent, puis ils cherchent une place pour se cacher. Ça a pris du temps, ils ont fini par trouver une grotte. Ils sont entrés dans la grotte. Puis là, ils se sont dit, on va mettre de la pierre devant la porte de la grotte pour pas qu'ils nous voient. Puis cette grotte-là, là, quand on entre, là, c'est une grande pièce. Puis après ça, il y a toutes comme des petites chambres, comme tous des petits raccoins. Là, puis là, tu rentres, il faut que tu rentres. Puis là, tu rentres, puis là, puis hop, tu arrives dans une autre pièce plus grande. Une autre place, là, tu montes un petit peu de même, puis d'un coup, hop, comme ça, hop, il y a une pièce plus grande. Et elle existe, la grotte. Cette grotte-là, encore, elle est là, dans la montagne. Et puis, là, ils ont dit, on est en sécurité. Mais les Anglais, ils sont arrivés, puis ils ont décidé de camper là, dans la grande anse, juste en bas de la montagne du royaume. Fait que là, nos Micmacs, ils sont enfermés dans la grotte, mais ils n'ont ni à manger ni à boire. Puis là, après 3 jours, ils ont faim, ils ont soif, ils sont découragés. Alors là, vous savez, eux autres, là, leur Dieu, c'est les grands Manitou, hein? Ils ont beau implorer le grand Manitou, un petit Manitou, les moyens Manitou, tous les Manitous du monde. Ils ont faim puis ils ont soif, il n'y a pas personne qui vient les aider. Puis là, puis ils se lamentent. Hein? Là, à un moment donné, ils se font une petite réunion entre eux autres, puis ils se disent, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on sorte, puis on va être fait prisonnier, mais c'est mieux ça que de mourir de faim puis de soif. Au moment où ils pensent à ça, il t'est arrivé, toi, comme un coup de vent épouvantable. En tout cas, même la grotte a tremblé comme un genre de tremblement de terre avec ça. Il y a même des arbres qui ont été renversés tellement le coup de vent était fort. Puis il est apparu dans le milieu de la grotte, une petite vieille, toute rabougrie. Vieille, mais vieille, elle avait toute la peau parcheminée. Je ne sais pas combien de centaines d'années qu'elle pouvait avoir tellement qu'elle était vieille. Puis elle n'était pas bien jolie. Elle était laide, mais elle était habillée. Une belle robe avec de l'or puis des pierres précieuses, une couronne en or sur la tête, et puis dans la main, une baguette d'osier. Puis là, elle leur a dit, je suis la fée protectrice de la rive sud du Saint-Laurent. Puis elle dit, là, vous êtes dans mon palais. Puis je vous ai entendu vous lamenter. J'étais à 100 000 lieues de là. Puis je vous ai entendu vous lamenter, que ça allait pas bien pour vous autres. Puis elle dit, je me suis emmenée aussi vite que j'ai pu. 100 000 lieues, c'est loin, hein? Fait que là, elle leur a dit,
Je vais vous laisser ma petite baguette d'osier, puis quand vous allez toucher au rocher, il y a de la nourriture ou de l'eau qui va apparaître là, au besoin. Et puis là, elle a disparu dans une grosse boule de feu. Fait que là, nos Micmacs, ils ont été corrects. Puis là, les Anglais, bien, ils ont continué leur chemin. Puis là, les Micmacs, ils ont sorti de la grotte. Puis là, ils étaient là. Il y a une fée dans la grotte, il y a une fée dans la grotte. C'est devenu la grotte des fées. Il y a une fée dans la grotte. Ils disaient ça à tout le monde. Il y a une fée, il y a une fée, il y a une fée. La grotte des fées, elle existe toujours. Vous pouvez aller la voir dans la montagne du collège. Là, on pourra s'organiser un jour pour aller la voir aussi, si vous voulez. Mais là, peut-être que l'hiver s'en vient. Là, il faudra voir la température. Nos Anglais, eux autres, là, ils ont continué leur chemin. Ils sont en allés jusqu'à Saint-Roch-des-Aulnay en continuant toujours à brûler, puis tout ça. Puis ils ont brûlé jusque dans le 2e rang de Saint-Roch. Puis là, tout d'un coup, un soir, il est arrivé un bateau. Un des gars a débarqué du bateau, puis il a dit à Scott, au major Scott, il dit « Il y a eu une grosse bataille sur les plaines d'Abraham, puis on a vaincu Montcalm, puis on est rentré dans Québec. Oh! » Les Anglais avaient réussi à prendre Québec. Avec là, mais ils n'étaient pas capables d'embarquer tout de suite dans leur bateau. Parce que vous savez, pour embarquer dans le bateau avec toutes des troupes, là, il y en avait des soldats. Bien, ça prend des canaux pour les embarquer. Il n'y a pas de quai à cette époque-là. Hein? Ça n'existe pas des quais ici. Là. Il n'y a aucun quai. Là. Quand tu embarques dans un bateau, là, soit avec un canot, ou bien tu rapproches ton bateau un peu proche, puis tu attends que la marée baisse, puis qu'il s'échoue. Mais là, eux autres, c'était des trop gros bateaux pour faire ça. Il fallait vraiment qu'il y ait des canaux pour embarquer les soldats dans les bateaux. Et puis là, bien, il ne faut pas qu'ils ventent trop, il faut que le vent adonne, il faut que la marée adonne. Ça ne donnait pas pantoute. Ils ont continué à marcher. Puis en marchant, bien là, ils ont brûlé à Saint-Jean-Port-Joli puis à Lillet, mais là, juste le premier rang, parce qu'ils étaient pressés. Là. Ils s'en allaient vers Québec en espérant toujours de pouvoir embarquer. Puis ça a été au Cap-Saint-Ignace avant qu'ils embarquent. Et puis là, ils ont embarqué dans leur bateau, puis ils se sont en allés vers Québec. Imaginez, les gens, là, toutes les récoltes avaient été brûlées. Ça a été un hiver d'enfer. L'enfer, là, t'as pas grand-chose à manger. Ils ont eu beaucoup de misère, nos Français, nos Canadiens. Puis une chance, au printemps, là, il y avait à l'époque, là, un oiseau qui s'appelait la tourte. La tourte, c'est justement de ça que vient la tourtière. On prenait de cet oiseau-là, la chair de cet oiseau-là, on mettait ça dans de la pâte, puis ça faisait une tourtière. Alors, tourtière. Mais cet oiseau-là, là, quand il arrivait au printemps, il y en avait des milliers, des milliers, des milliers. Il y en avait tellement, là, ça a l'air qu'on pouvait même les tuer avec un bâton. Ça avait à peu près la grosseur d'un pigeon. Mais c'est un oiseau maintenant qui n'existe plus, qui est disparu. Mais si vous voulez voir de quoi avait l'air une tourte, il y en a une de naturalisée au musée François Pilote à la Pocatière. Fait que la tourte, là, il a sauvé de la famine au printemps parce que là, il n'y avait plus rien à manger. Là. Une chance que les tourtes sont arrivées. Et puis, je vous ai parlé des Amérindiens. Hein? On a parlé des Micmacs. Mais dans notre région, là, il y avait des Micmacs. Il y a eu des Malicites. Il y avait des Montagnais. Puis tout ça, là, on a ça dans nos registres, là. Les registres, quand je vous parle de registres paroissiaux, là, c'est les registres qu'on tenait dans les églises, puis on marquait les baptêmes, puis les mariages. Puis quand on le regarde, ça, là, on voit ça, des mariages ou des baptêmes de Malicites, de Micmacs. Puis ils venaient de loin. Les Micmacs, là, ça venait d'aussi loin que Louisbourg. Louisbourg, là, c'est en Nouvelle-Écosse, au Cap-Breton, complètement au bout de la Nouvelle-Écosse. Puis dans le temps, bien, ils voyageaient en canot, puis à pied. Hein? C'est de même que ça fonctionnait. Mais la vie de ces Amérindiens-là, là, il y avait deux grandes familles amérindiennes. Il y avait les Iroquois. Hein, les Iroquois, toute la famille des Iroquois, les Mohawks, eux autres, on les appelait des semi-nomades. Les semi-nomades, là, ça voulait dire qu'ils cultivaient. Alors, ils cultivaient quoi, eux autres? Ils cultivaient du blé d'Inde, ça nous vient d'eux autres, c'est le blé d'Inde, les courges, les citrouilles. Les Amérindiens, ils cultivaient déjà ça, les Iroquois. Oui. Alors, ils cultivaient ça. Puis, il y avait des grandes maisons, on appelait ça des maisons longues. Grandes maisons, très, très, très longues, dans lesquelles plusieurs familles vivaient. Puis là, ils étaient établis quelque part, puis ils cultivaient. Puis quand la terre était plus capable de produire parce qu'elle s'était épuisée, puis qu'on n'avait pas les engrais qu'on a aujourd'hui, puis eux autres, il n'y avait pas des... Aujourd'hui, il y a le fumier aussi, mais eux autres, il n'y avait pas d'animaux. Alors, tu sais, ils chassaient, mais il n'y avait pas des vaches, il n'y avait pas des chevaux, il n'y avait aucun bon. Alors, il n'y avait pas de rien pour engraisser les terres. Fait que là, ils changeaient de place, puis ils allaient cultiver ailleurs. C'est pour ça qu'on disait semi-nomade.
Tandis que nous autres, ici, là, nos Amérindiens, ils étaient des nomades. Ça veut dire qu'ils se promenaient tout le temps. Ils allaient toujours d'une place à l'autre, tout dépendant de la saison. Au printemps, ils descendaient sur le bord du fleuve puis des rivières parce que là, ils pouvaient pêcher. Le saumon sur le bord des rivières. Puis là, ils ramassaient des petits fruits là, au courant de l'été, puis tout dépendant de la saison. Et puis l'hiver, bien, il fallait qu'ils s'en aillent dans les bois pour pouvoir manger, c'est-à-dire chasser. Chasser, là. Puis à l'époque, là, il n'y avait pas de chevreuil par ici. Il n'y avait pas de chevreuil, ça vous surprend, hein? Mais il y avait du caribou, puis de l'orignal. Ça, l'orignal puis le caribou, il y en avait. Mais le chevreuil, il n'y en avait pas. Parce qu'au départ, là, quand nos ancêtres sont arrivés, là, ici, il y avait une petite ère glaciaire. Il faisait plus froid l'hiver que ce que nos grands-parents ou arrière-grands-parents ont pu connaître. Ce qui fait que les chevreuils étaient plus loin dans le sud, plus vers les États-Unis. Quand ça s'est réchauffé un tout petit peu, pour connaître des hivers comme nos arrière-grands-parents ont connu, mais les chevreuils ont commencé à monter un petit peu, puis les caribous ont disparu. Fait que les autres, ils chassaient le caribou, puis l'orignal. Puis en 1633-34, là, il y a le père Paul le Jeune. Lui, il a décidé... En 1633-34, pensez-y, Québec est fondé en 1608, il n'y a pas grand monde ici, là. Ici, là, l'Apocatière, Kamouraska, Saint-Roch-des-Aunais, il n'y a pas un chat, là. Personne, sauf les Amérindiens. Il n'y a pas encore de Blancs d'établis là, ils sont tous dans le coin de Québec. Puis un père, Paul le Jeune, alors c'est un prêtre, lui, il a décidé d'aller faire des campements d'hiver avec les montagnais. Puis il s'est dit, comme ça, je vais pouvoir apprendre leur langue. Fait qu'il est parti à l'automne de Québec avec eux autres en canot, puis ils ont descendu le fleuve. Ils ont descendu jusqu'à l'îlet du Portage, c'est-à-dire à Saint-André. Puis là, ils ont rentré dans les terres. Puis là, eux autres, comme c'était des nomades, bien, ils étaient sous une tente. Hein? C'était pas une grande maison avec bien des familles, là. Ils étaient sous une tente. Puis il fallait qu'ils transportent leur tente. Alors, leur tente, c'était fait avec des perches, puis des fois des écorces ou des peaux d'animaux. Puis là, ils se promenaient. Ils ont fait 23 campements durant l'hiver. 23 fois qu'ils ont défait leur campement. Ils ont roulé leur peau, ramassé leurs perches, puis ils sont partis pour essayer de trouver à manger. Parce que les orignaux, là, puis les caribous, c'est pas parce que les autres étaient là qu'ils s'en venaient à côté, hein? Alors, il fallait qu'ils cherchent. Quand ils en trouvaient, bien là, ils montaient un camp, puis ils mangeaient. Ah, bien là, ils mangeaient. Ils mangeaient à se défoncer. Puis là, d'un coup, hop, il n'y avait plus de caribou proche, il n'y avait plus d'orignal. Il fallait aller là, ils envoyaient à des éclaireurs. Ils envoyaient quelques-uns là, pour voir où il y avait du caribou, de l'orignal. Puis là, quand ils en trouvaient, ils redéménageaient leur campement. Puis là, ils chassaient. Puis là, ils mangeaient. Puis là, il n'y en avait plus encore. C'était encore la famine. Ils ont fait ça 23 fois durant l'hiver. Y avez-vous pensé? Et puis, lui, il a tout vécu ça. Puis il a écrit son récit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut avoir ce récit-là. Et puis, on en a. Des fois, si ça vous intéresse, nous autres, là, on a le récit du Père le Jeune, nous autres, aux archives à l'Apocatière, aux archives de la Côte-du-Sud. On a publié ça, ce récit-là. Puis là, après ça, il est retourné à Québec. Mais ces Amérindiens-là, tranquillement, pas vite, hein, il y a des prêtres qui sont allés, puis ils les ont convertis au catholicisme. Puis là, ils sont mis à avoir une grande vénération pour la bonne Sainte-Anne, la grand-mère de Jésus. Parce que pour eux autres, là, les Amérindiens, c'était très important, les grands-parents. Hein? Les parents, les grands-parents, là, c'était important pour eux autres. Fait qu'il y avait une grande vénération. Puis là, bien, ils allaient en pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré. Vous connaissez ça, Sainte-Anne-de-Beaupré, hein, pas loin de Québec? Ça se disait à l'époque Sainte-Anne-du-Nord, parce que c'était du côté nord du fleuve. Mais il y avait Sainte-Anne-de-l'Apocatière, qui était Sainte-Anne-du-Sud. Puis il venait aussi à l'Apocatière en pèlerinage. Puis il y a eu beaucoup de pèlerinages à Sainte-Anne-de-l'Apocatière. Même les Français, là, ils venaient à Sainte-Anne-de-l'Apocatière. Au début des années 1900, là, ils partaient 3 wagons là, de train de Québec pour venir en pèlerinage à Sainte-Anne-de-l'Apocatière. Puis moi, quand j'étais petite, comme vous autres, là, j'ai vu dans la cathédrale, accrochés après un mur, des béquilles, puis des cannes, des gens qui avaient été guéris puis qui avaient laissé leurs béquilles puis leurs cannes là pour remercier parce qu'ils avaient été guéris par Sainte-Anne. Puis il y avait un curé à Sainte-Anne-de-l'Apocatière, le curé Charles-François Pinchot, qui a fondé le collège. Là. Bien, lui, ce curé-là, là, il faisait des miracles. Il pensait à faire des miracles. Puis il avait déjà été missionnaire en Gaspésie avant de venir à Sainte-Anne comme curé. Puis je pense qu'il avait appris peut-être un peu des remèdes
Parce que les Amérindiens avaient des remèdes qui se faisaient avec des plantes pour soigner. Puis en plus, lui, son frère était un docteur. En tout cas, je ne sais pas, mais il pensait faire des miracles, puis guérir les cancers, puis tout ça. Puis il était bien ami avec les Amérindiens qui avaient connu en Gaspésie, les Malicites, là, puis les Micmacs, là, qui avaient connu, là. Puis il venait voir le curé Pinchot, puis il venait en même temps prier la bonne Sainte-Anne. Puis le curé Pinchot, là, quand il est mort, il était enterré à l'île aux Grues, d'où il était natif. Puis tout d'un coup, 53 ans après, le collège a décidé, on va faire venir notre fondateur, puis on va l'enterrer dans notre cimetière. Parce qu'à la montagne du collège, si vous y allez, vous allez voir qu'il y a un cimetière là. Puis il dit, on va l'enterrer dans notre cimetière où il y a déjà des prêtres, puis quelques élèves qui ont été enterrés là du collège. Puis là, ils l'ont déterré, puis ils l'ont ramené. Comprenez bien qu'il est en squelette 53 ans après. Puis ils l'ont exposé, le squelette. Puis les gens de Sainte-Anne, là, mais moi, je vous dis que ça doit être vrai qu'ils faisaient des miracles parce qu'il y a du monde qui sont venus avec leur chapelet dans les mains, puis ils mettaient leurs mains, même avec le chapelet, sur le crâne du curé Pinchot pour lui demander des faveurs. Moi, je ne suis pas certaine que s'il n'avait pas fait des miracles, là, pensez-vous que le monde aurait demandé des faveurs comme ça? Ça fait que le curé Pinchot, il a bien connu les Amérindiens. Fait que vous voyez mon histoire aujourd'hui, c'était les Amérindiens puis la prise de Québec. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Oui. C'est quoi la morale de l'histoire? La morale de l'histoire, il n'y a pas toujours une morale dans une histoire. Mais la morale de la légende, ça pourrait être que quand tu demandes de l'aide, tu peux avoir quelqu'un qui va venir t'aider. Hein? Parce que là, ça serait plus ça. Parce que là, j'ai fait beaucoup d'histoires, des données historiques avec ma légende, mais je pense que c'est ça. Les Amérindiens là, qui étaient pris, les Micmacs, là, dans la grotte, là, ils ont imploré fort, 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 puis ils ont eu de l'aide. Ça veut dire que dans la vie, des fois, il faut demander de l'aide. Parce qu'il ne faut pas attendre toujours que les gens viennent comme ça.